Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de devenir étudiant alternant contractuel en retraçant les avantages et les inconvénients. C'est parti. Parmi les avantages, je commencerai par celui-ci, être dans le concret du métier. Rien de mieux qu'être en responsabilité, seul dans une classe, pour apprendre de ses erreurs, expérimenter, tenter des choses, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et donc en fait accélérer le processus d'apprentissage parce qu'on fait tout par nous-mêmes et donc on peut ajuster en fonction. Le deuxième avantage qui est lié en fait au premier, c'est le fait d'être libre au sein de sa classe. On peut faire ce que l'on veut. C'est nous, donc l'adulte responsable au sein de la classe, et donc on est libre d'essayer de nouvelles activités, justement, d'essayer des rituels par exemple, ou d'autres choses. C'est nous qui sommes maîtres de notre classe. On peut aménager notre espace comme on veut également. Bon, à condition de ne pas partager sa salle. Moi, en tout cas, quand je l'étais, EAC, je n'ai pas partagé ma salle, donc j'avais vraiment ma salle. On peut faire donc nos propres affichages, on peut aménager donc nos chaises comme on le souhaite, et ainsi de suite. Et donc, en fait, faire de notre espace, eh bien, réellement, le nôtre, un espace qui n'est pas dicté, on va dire, par un tuteur qui est constamment présent dans la salle. En parlant de tuteur, j'en viens donc au troisième avantage, eh bien le fait que certes, nous sommes en responsabilité, mais on a aussi de l'aide si besoin. Vous ne serez jamais donc complètement tout seul. Certes, on est seul dans notre salle, mais si on a besoin d'aide, on a toujours un tuteur, donc comme les autres étudiants. Donc là, si on est EAC, on suit le parcours SRAC. Or, donc si on n'est pas EAC et qu'on est stagiaire, donc on va dire ordinaire, eh bien dans ce cas, on est stagiaire SOPA. Eh bien dans les deux cas, il y a un tuteur qui est là, donc si vous avez besoin d'aide, le tuteur se rend disponible pour venir vous voir, pour vous conseiller, vous pouvez toujours échanger avec lui. Bon, généralement, en tout cas moi j'ai eu des très bonnes expériences avec mes tuteurs et tutrices, donc tout se déroule très bien, il faut vraiment pas hésiter, ils sont là pour ça, et ils sont là pour vous aider. L'autre point positif, eh bien, c'est que nous avons un emploi du temps qui n'est pas tant modifié par rapport aux autres étudiants. Donc on pourrait se dire ah bah oui mais les moments où je serai dans l'établissement donc au collège ou au lycée selon donc votre matière, eh bien pendant que je serai donc dans l'autre établissement, mes autres camarades donc étudiants eux seront à l'INSPE et feront leurs cours et donc moi je devrais rattraper les cours que je rate. Et ben non en fait être EAC ça permet d'avoir un emploi du temps donc en alternance les mêmes jours donc 2 jours dans la semaine, les mêmes jours que les autres étudiants ont leur stage. Donc par conséquent, on ne rate rien en fait. On est exactement dans le même cursus que les autres, juste au moment du stage où les autres seront donc 2 jours par semaine dans l'établissement avec un tuteur donc toujours présent dans la classe, et ben nous, on sera 2 jours dans l'établissement qui nous a été attribué, mais sans tuteur présent à nos côtés. Voilà. Donc ça, c'est très très bien, très positif d'avoir cet emploi du temps qui nous permet de ne pas rater les cours à l'INSPE. J'avoue que si j'avais raté les cours à l'INSPE, je pense que j'aurais pas fait le choix de devenir étudiant alternant contractuel. Alors l'autre avantage justement en parlant emploi du temps, c'est qu'il n'y a que 6 heures par semaine que l'on doit réaliser donc en responsabilité face à des classes. Alors je parle pour moi c'était 6 heures donc en éducation musicale et chant choral. Néanmoins j'avais déjà discuté avec un EAC qui lui était en mathématiques et il avait 5 heures. Bon généralement c'est dans ces eaux-là, vous voyez 5 ou 6 heures, peut-être parfois plus mais ça me semble quand même peu possible, peu probable. Bref, donc dans tous les cas, ça représente en fait peu d'heures. Les autres étudiants qui sont en stage SOPA, donc ordinaire, il leur arrive de faire des journées beaucoup plus conséquentes. Donc certes, on a plus de travail parce qu'on est en responsabilité,
mais pour autant, on a moins d'heures face à élèves. Donc ça se compense, on a du temps donc pour préparer nos cours, les jours de stage justement, lorsqu'on a fini nos 6 heures, bon bah il reste des bons créneaux horaires pour pouvoir travailler pendant. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. L'autre avantage, eh bien, c'est le salaire, qui n'est pas du tout négligeable. Quand on est EAC, en tout cas, je vais parler pour moi, d'autant plus que j'étais en REP, donc j'avais la prime REP, mais j'avais un salaire d'une fourchette entre 700 et 900 euros. Ok, donc généralement ça tournait autour de 800. Et donc par mois, c'est pas du tout négligeable, contrairement aux autres, donc les autres stagiaires SOPA, qui eux donc ont une indemnité à l'année pour les trajets de voiture, donc ça représente environ 1000 euros, 1200 il me semble par an, mais à vérifier. Eh bien nous, c'est environ 800 euros par mois. Bien sûr, ça dépend aussi du nombre d'heures. Moi, j'en faisais 6, par exemple, donc l'autre EAC dont je vous ai parlé en mathématiques, il réalisait donc 5 heures. Donc j'imagine que bien sûr les salaires varient en fonction du taux horaire. Néanmoins, donc voilà pour vous donner une idée. Moi, 6 heures, éducation musicale et chant choral. J'étais en REP, j'avais environ 800 euros par mois. Donc très très bien. Gros point positif, d'autant plus quand on est étudiant. C'est toujours bon à prendre quelques sous par-ci par-là. Je termine avec le dernier avantage qui va de pair avec le précédent, donc concernant le salaire, c'est la possibilité de faire des heures supplémentaires. Quand j'étais EAC, donc dans mon collège, moi j'ai ouvert un club percussion corporelle, et donc ce sont des heures qui vous sont rémunérées. Pour le coup, moi c'était en HSE. J'imagine que ça peut être en HSA par moment, mais ça dépend donc de la DHG. Il faut en discuter avec le principal. De toute façon, c'est lui qui vous dira ce qui est possible de réaliser, ce qu'il est possible de faire au sein du collège selon le budget. Et donc, possibilité d'heures supplémentaires, club, mais aussi devoir fait. On m'avait proposé du devoir fait, chose que j'avais pas faite parce que justement j'avais déjà mon club, donc je préférais me concentrer sur le club. Mais voilà, à savoir que certes vous avez un contrat de 5 ou 6 heures selon votre matière, mais néanmoins vous avez la possibilité d'en faire plus et donc on va dire de gonfler un petit peu le salaire certains mois. Je passe maintenant aux inconvénients. Je vais commencer avec le premier, selon moi, que j'ai vraiment beaucoup ressenti quand j'étais EAC, c'est le fait de ne pas avoir de grandes opportunités de se familiariser avec l'équipe pédagogique, surtout les professeurs. Je m'explique. Par exemple, j'avais 6 heures. Eh bien, en 6 heures étalées sur 2 jours, bon bah on n'a qu'à dire que j'avais 3 heures et 3 heures donc sur 2 jours. Sur un court temps de pratique comme ça au sein d'un collège, c'est très compliqué de créer des liens avec les professeurs. Pour les autres professeurs, en fait, vous passez presque en coup de vent dans l'établissement et on n'a pas vraiment le temps de créer des réels liens, en fait. Donc c'est très compliqué. Par exemple, si vous avez pour projet de faire des EPI ou ce genre de choses, ne soyez pas trop ambitieux. Il y a moyen que ce soit réalisé. Néanmoins, la majorité du temps, voilà, c'est ce que je vous dis. Moi, j'avais vraiment l'impression de passer en coup de vent. Et bien qu'on ait vraiment parfois envie en fait de discuter, eh bien, c'est compliqué de s'intégrer dans une salle des profs où tout le monde se connaît, tout le monde discute entre eux, et nous, on s'immisce légèrement. Bon, c'est quelque chose qui, selon moi, est quand même un inconvénient du fait d'avoir peu d'heures. Voilà. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est tout simplement une quantité de travail qui est plus grande que si on avait été stagiaire sans être en responsabilité. Mais bon, ça, vous vous en doutez. Donc, il faut faire preuve d'organisation, de beaucoup d'autonomie. Vraiment, l'organisation, je vais vraiment insister là-dessus, mais c'est maître mot. Tout gérer et s'en sentir capable. Si déjà lors de votre premier stage, vous avez vu que vous étiez pas forcément à l'aise en face des élèves, ou alors que vous manquiez d'organisation ou ce genre de choses. Bien sûr, ça peut se travailler, mais il faut quand même le prendre en considération. Quand on est EAC, on est tout seul, hein. Donc il faut vraiment assumer une fois qu'on est devant les élèves, faut y aller, faut tout donner et faut y croire.
L'autre inconvénient qui va aussi avec le précédent, donc c'est le fait de se sentir seul, car notre tuteur n'est pas forcément dans notre établissement. D'autant plus en éducation musicale et chant choral, c'est parfois difficile parce que forcément il y a moins de professeurs au sein de l'établissement. J'imagine que dans d'autres matières, maths, français, enfin les sciences, tout ça, il y a moyen donc de trouver des tuteurs au sein de l'établissement. Par volontariat, déjà, il faut que les tuteurs veuillent. Mais donc moi, en l'occurrence, je travaillais dans un établissement et ma tutrice, elle était à une demi-heure, on va dire, en voiture. Donc, quand on a besoin d'aide dans l'instant T ou qu'on a un souci, je sais pas, ça peut arriver de vidéoprojecteur, de son, on ne sait pas comment faire. Faut se dépatouiller. Hein. On est tout seul, donc il faut se débrouiller et on n'a pas toujours la possibilité de toquer à la porte d'à côté pour pouvoir obtenir de l'aide. Donc ça, c'est quand même un inconvénient. Alors peut-être que vous, si vous devenez EAC, vous aurez la chance d'avoir votre tuteur ou votre tutrice au sein de votre établissement. Bon, moi, c'était pas le cas, donc c'est une possibilité. Ça peut vous arriver. L'autre point, donc, qui est plutôt un inconvénient, en tout cas au début, parce généralement, on ne sait pas comment faire, c'est se jeter dans le bain de l'administratif. Euh, je parle donc par expérience, mais notamment dans mon collège, il y avait certains élèves où il y avait des créations donc de PAP et ainsi de suite, et donc il y avait des GVASCO à remplir. Donc tout ça, ça vous permet d'apprendre, hein, ça peut être aussi très positif, mais donc faut se lancer dedans. Il faut vraiment jouer le jeu parce que vous faites partie de la communauté éducative, donc il faut remplir tous ces papiers-là, mais ça fait du travail en plus. Donc c'est à prendre en considération. C'est pas grave, hein, vous demandez de l'aide au principal ou alors aux autres professeurs. Enfin moi en tout cas c'est ce que je faisais. Il y en aura toujours un pour venir vous aider et vous expliquer ce qu'il faut faire, mais c'est toujours des démarches administratives en plus qui sont donc dans nos missions. L'autre inconvénient, c'est le fait qu'on peut avoir plusieurs niveaux de classe même si on a un taux horaire qui est très faible. Par exemple, moi, j'avais 6 heures. En 6 heures, j'avais trois classes de sixième, deux classes de quatrième et une classe de troisième. Une classe de troisième, pour autant, il faut donc faire les séquences donc pour toute une année pour les troisièmes. Donc ça fait toujours du travail en plus alors que on aurait pu s'alléger en 6 heures. OK, donc ça faut le garder en tête, c'est pas parce que vous avez un petit créneau horaire que forcément vous aurez moins de travail parce que en fait il peut arriver d'avoir plusieurs niveaux de classe. Par comparaison avec l'EAC en mathématiques avec qui j'avais discuté, il avait 5 heures et 5 heures ça lui représentait une classe seulement, si je ne me trompe pas, une ou deux maximum. Mais donc forcément, ça fait, je dirais, moins de travail dans le sens où on a déjà moins d'élèves, donc moins de prénoms à retenir, et aussi donc moins de cours à préparer. On se fixe sur un niveau et donc on se planche sur ce niveau-là uniquement. Bon, voilà. J'en ai terminé avec cet inconvénient-là. Maintenant, autre inconvénient, parlons un peu calendrier. Eh bien, on est professeur quand on est EAC au sein d'un collège. Et donc, forcément, notre stage, il va durer plus longtemps que les autres étudiants, donc on va dire ordinaires toujours, qui sont en SOPA, donc stage SOPA. Donc eux, généralement, leur stage, il finit en mai. Donc par exemple en S2, donc lors du semestre 2, leur stage finit en mai. Nous, vu qu'on est sur une année scolaire, on va aller jusqu'en juillet, avec les surveillances de brevets et tout ce qui va avec. Ok, donc moi par exemple j'ai surveillé le brevet, j'avais pour mission de lire donc la dictée pour les élèves lors du brevet. Donc c'est des missions qu'il faut accepter parce qu'on n'a pas le choix, mais forcément ça fait aussi du tout nouveau et pendant que les autres, eux, j'allais dire sont en vacances. Il arrive aussi d'avoir des cours après le mois de mai, ok. Mais voilà, les autres ont forcément moins de travail à ce moment-là, donc il faut suivre le rythme, nous, et toujours aller au collège avec tout ce qui s'ensuit, donc en fin d'année, brevet et autres. D'ailleurs, autre inconvénient en parlant de ça, forcément, on a
un emploi du temps qui est aménagé. Donc comme je l'ai dit, ça fait partie des avantages. On a notre stage donc les mêmes jours que les autres étudiants qui sont en SOPA. Sauf que à ce moment-là, justement, par exemple en semestre 2, quand les autres, donc en mai, n'ont plus de stage, bon bah il arrive que certains professeurs à l'INSPE greffent des cours à ce moment-là, donc là où les autres n'ont pas de stage. Tandis que nous, on a toujours donc notre responsabilité sur les mêmes jours. Bon, ça fait peu de cours à rattraper, hein, voilà, mais c'est quelque chose à prendre en considération. On a allé, oui, quelques cours seulement à rattraper, donc c'est quand même faisable. Enfin, moi, ça m'a pas trop freiné. À partir du moment où on connaît les professeurs à l'INSPE, bon bah on peut leur demander les cours, savoir ce qu'il y a à rattraper, ceci, cela. Et puis bon bah c'est de l'entraide entre étudiants. Généralement, ça se passe quand même très bien. Pareil, leur stage, il finit donc quand on est en M2 vers le mois de décembre, en fait juste avant les vacances de Noël. Et bien nous, quand on est EAC, ça dure jusqu'au mois de janvier, donc d'après, donc fin janvier. Voilà, donc encore une fois, ça fait quelques cours à rattraper, mais c'est vraiment une infime partie sur l'emploi du temps total de l'INSPE. Ça fait quand même pas grand-chose à rattraper. Et enfin, le dernier inconvénient, c'est que quand on est EAC, certes on est en responsabilité et on se dit tiens on va apprendre à apprivoiser certaines classes, mais on réalise en fait une année complète, mais deux demi-années. Je m'explique. Euh, Quand vous faites le choix de devenir EAC, vous avez déjà réalisé normalement votre stage SOPA, donc dans votre semestre 1. À ce moment-là, donc, vous faites votre demande ou non de devenir EAC. Vous passez l'entretien avec donc l'inspecteur si vous souhaitez donc le devenir, et donc on devient EAC à partir donc du semestre 2. On débarque donc dans un établissement en responsabilité en plein mois de janvier, ok? Et on arrive jusqu'au mois de juillet, donc ça fait déjà une demi-année. Ensuite, on a les grandes vacances et on reprend en septembre. Et on va de septembre jusqu'à janvier d'après. Donc en fait, ça fait une année civile. On n'est pas du tout en année scolaire quand on est à EAC, on est en année civile. Donc par exemple, moi j'ai commencé en janvier 2024, j'ai fini en janvier 2025. Pourquoi c'est un inconvénient? Parce qu'on débarque, on connaît pas les classes, d'autant plus en éducation musicale, il y a des élèves qui vont avoir l'idée de l'éducation musicale comme un peu le moment de repos. J'irai pas jusqu'à la cour de récréation, mais vous avez l'idée. Bon, et ben on arrive en milieu d'année et il faut faire ses marques, il faut faire ses preuves face aux élèves, faut être implacable, avoir un bon cadre dès le début parce que en fait faut être intransigeant. Eux ils connaissent déjà tous les autres professeurs et on est un peu la petite nouveauté dans l'établissement. Pareil donc ensuite au mois de septembre, bon bah là l'inconvénient c'est certes de faire la rentrée. Bon, à ce moment-là, c'est plus agréable parce qu'on arrive en même temps que les autres professeurs, ok? Donc ça va. Mais il faut faire tout ce qui est pré-rentrée, donc assister aux réunions, bon, basiques, mais conseils pédagogiques et ainsi de suite. Donc vraiment, on s'engage là-dedans. Donc on commence un poil plus tôt que les autres étudiants, donc qui sont en stage SOPA ordinaire, puisqu'on a la pré-rentrée le 29 août, et puis même on peut aller dans l'établissement encore en amont pour pouvoir donc prendre ses marques dans sa salle, etc., etc. Mais voilà, donc ce contexte de deux demi-années, parfois c'est un peu particulier parce que pareil, d'une demi-année à l'autre, on n'a pas les mêmes classes. Donc par exemple moi, lors de ma première demi-année, donc de janvier 2024 jusqu'à juillet 2024, j'avais donc trois classes de sixième, deux classes de quatrième et une classe de troisième. Et à partir de septembre, j'avais trois classes de sixième et trois classes de quatrième. Donc c'était pas du tout des élèves que je connaissais déjà d'avant, donc faut tout repartir de zéro, donc réapprendre les prénoms, se familiariser avec de nouveaux élèves, etc. Voilà, petit inconvénient quand même. Je pense en avoir fini avec les points donc positifs et les points négatifs du fait de devenir EAC. Je parle pour conclure de mon expérience personnelle, j'ai adoré être EAC.
concrètement, si vous êtes bien organisé, si vous aimez les élèves, si vous aimez le métier, que vous avez déjà vu que vous aviez quand même un potentiel accrocheur pour ce métier-là, donc lors du semestre 1, pendant votre stage d'observation, bon, eh bien, n'hésitez pas, ça fait peur, hein. Moi, au moment où je me suis lancée dedans, j'y ai réfléchi en faisant un tableau justement pour-contre. Bah forcément, j'avais un peu peur. Mais franchement, ça valait le coup, aucun regret là-dessus. Franchement, je suis très 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 heureuse de l'avoir fait parce que là maintenant, donc je suis en cours de titularisation, je suis en stagiaire donc T0, première année après le CAPES, et vraiment j'ai déjà des rouages qui sont enclenchés. Si vous voulez prendre des habitudes, il y a rien de mieux en fait que la responsabilité. D'autant plus que vous pouvez vraiment prendre vos marques, faire ce que vous voulez dans votre salle. Ça vraiment c'est un pur bonheur donc de se sentir libre dans sa salle de classe, d'aménager comme on veut, de faire les activités qu'on souhaite, etc. C'est vraiment génial. Alors, comment devenir EAC? Tout simplement, on fait part de notre demande à notre directeur de master. Ensuite, ce dernier donc transmet notre demande à l'IPR de l'académie. On a ensuite un entretien. Moi, cet entretien-là, il s'est déroulé donc au semestre 1 à la fin du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Lors de cet entretien, il ne faut pas trop se stresser, il faut être naturel, faire part en fait de notre ambition, pourquoi on souhaite devenir EAC, il faut que ce soit clair quand même dans notre tête. J'avais eu quelques questions sur le système éducatif, donc sur les EPI, les parcours, le PEAC. J'avais eu aussi des questions sur la laïcité, donc il faut quand même avoir bien les valeurs de la République en tête, très important. Et ensuite, on m'a demandé de jouer du piano et de chanter. Bon, bah forcément, professeur d'éducation musicale et chant choral, on vérifie quand même nos capacités musicales. Et donc, il faut préparer, oui, je pense, un petit morceau. Enfin, en tout cas, moi, dans l'académie de Normandie, c'était le cas. Donc, j'avais dû jouer et chanter. Donc voilà, avoir ça sous le coude au moment de l'entretien si vous souhaitez être étudiant alternant contractuel en éducation musicale également. Je termine donc avec cette question, comment on est évalué lorsque l'on est EAC? Tout simplement, comme les autres étudiants. Ceux qui sont en stage SOPA vont devoir réaliser donc des fiches de séance, ils vont être visités dans leur établissement. Eh bien nous, c'est exactement la même chose, ok. Donc tout ce qu'il y a à faire donc en document, j'imagine que ça dépend des INSPE, mais nous par exemple donc on avait une visite donc qui était prévue avec le tuteur terrain et le tuteur INSPE donc qui nous observe. Donc on avait des documents à préparer du style bon bah la fiche de la préparation de séance à leur confier, mais aussi donc faire tout un travail sur l'établissement en ayant lu donc le projet d'établissement, faire un résumé du projet d'établissement, etc., etc. Bon, ça dépend des INSPE, donc je vais pas creuser là-dedans, mais donc on doit faire exactement la même chose que les autres étudiants et ça se passe très bien, hein. Concrètement, l'évaluation, c'est pas forcément plus difficile. Forcément, j'imagine que les tuteurs terrain et tuteurs INSPE ne regardent pas forcément les mêmes choses puisqu'on est vraiment 100% en responsabilité. Bon, bah ils peuvent aussi regarder notre manière d'avoir occupé l'espace, comment on a organisé notre salle, quels sont les systèmes qu'on a pu mettre en place au niveau des rituels d'entrée en classe, etc. Donc ça rentre davantage dans l'évaluation, comme par exemple le fait de collaborer avec la communauté éducative, les échanges avec le principal. Bon bah il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus forcément quand on est EAC, mais c'est le même format d'évaluation. Ok, il n'y a pas de distinction au niveau du format d'évaluation, donc c'est la même chose. J'en ai terminé avec cette vidéo concernant donc le parcours EAC. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses, que vous avez un peu moins peur de devenir EAC, peut-être voir toujours les points positifs et les points négatifs de par quelqu'un qui a vraiment vécu la chose. C'est très, enfin, je pense que c'est quand même intéressant. En tout cas, moi, au moment où je me questionnais et que j'avais peur de devenir EAC, je pense que j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci où on évoque un peu les inconvénients et les avantages. Donc voilà, j'espère que vous vous emparerez de cette vidéo et des conseils qui peuvent y être donnés. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère.